Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 18 septembre 2023. Le show rouge qui s'ouvre directement avec Cody Rhodes. Cody Rhodes qui, la semaine dernière, voulait nous parler de Jey Uso et il n'avait pas pu. Il avait été interrompu et cette fois-ci, il le dit. Il veut parler réellement de Jey Uso. Pourquoi il l'a ramené finalement en Raw? Parce que c'est lui qui l'a ramené et ça sera d'ailleurs quelque chose d'intéressant à suivre. Mais Dominic Mysterio va l'interrompre à nouveau et on l'apprend. Il y a Dragon Lee qui est présent, tout simplement dans l'arène, on le voit d'ailleurs, c'est plutôt cool, la superstar de NXT. Dominic Mysterio défendra son titre de champion nord-américain la semaine prochaine à Raw contre Dragon Lee, donc ça c'est cool. Je rappelle que Dominic Mysterio fera face au champion NXT, donc ce soir maintenant, lors de NXT, donc Carmelo Hayes. Et s'il gagne tout ça, s'il arrive à s'en sortir finalement, il fera face à Mustafa Ali lors de No Mercy. Bref, c'est un gros programme pour Dominic Mysterio. Mais bref, Dominic Mysterio, il en a pas grand chose à faire de ce que raconte Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes va essayer de le taquiner, clairement, parce que les deux vont s'affronter dans la foulée. Mais Cody Rhodes, il le taquine, il lui dit Rhea Ripley, est-ce qu'elle t'aime autant que tu l'aimes? Votre relation n'est pas hyper claire d'ailleurs. Bref, vraiment, il le cherche. On va avoir finalement un match entre les deux. On a Damien Priest et Finn Balor qui sont en ringside. Et il n'y a pas match. C'est un match de 2 minutes. Et Dominic Mysterio va perdre en 2 minutes. Et ça m'a fait tiquer. Ça m'a fait tiquer parce que voir un champion, certes champion à NXT nord-américain, mais champion quand même, perdre en 2 minutes de cette manière-là, ça me dérange un peu. Personnellement, ça me dérange. En plus, on a un botch pendant le combat, donc forcément, ça arrange pas les choses. Au moment des Three Amigos de Dominic Mysterio, il y a un léger botch entre les deux. Et ça dure 2 minutes. Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu qu'un champion perde en 2 minutes. Voilà, c'est simplement ce que je dirais. Après le combat, finalement, Balor et Priest veulent s'en prendre à Cody Rhodes, mais Zayn et Owens vont venir en aide à Cody Rhodes. Bon, on pense que le segment va s'en finir là, mais non, la chose la plus intéressante va se passer. C'est Kevin Owens qui va dire à Cody Rhodes, non, reste ici, la pub va se lancer et on va revenir. Et Kevin Owens va poser une seule question à Cody Rhodes. Pourquoi tu as ramené Jey Uso à Raw? Pourquoi en fait? Pourquoi tu as fait ça? Et Cody Rhodes va dire, bon, vous savez un peu les rôles que j'ai eu dans une certaine compagnie. Il le dit pas clairement comme ça, mais on comprend, en gros, voilà, il a eu un rôle, on va dire, important du côté de AEW. Et donc j'ai essayé de faire jouer mes relations pour ramener Jey Uso à Raw parce que les gens l'aiment, tout simplement. Et on fait ça aussi pour les gens. Et il va demander aux gens, tout simplement, aux fans dans la salle, vous aimez Jey Uso? Et le public va littéralement crier, parce que le public adore Jey Uso. C'est pour ça que je l'ai ramené. C'est pour eux que je l'ai ramené. Et Kevin Owens va dire, ok, mais je dois prétendre que Sami Zayn n'est pas devenu champion à cause de Jey Uso. Je dois prétendre aussi que toi, Cody Rhodes, à WrestleMania, tu n'es pas devenu champion à cause de Jey Uso. Que moi, j'ai perdu 5 matchs de championnat face à Roman Reigns à cause de Jey Uso. Donc ça, je dois l'oublier. Ça, je dois vraiment mettre ça de côté. Et j'aime beaucoup, finalement, c'est Sami Zayn qui va prendre le micro, qui lui est moins perplexe que Kevin Owens et va lui dire, donnons-lui une seconde chance. Si je ne t'avais pas donné une seconde chance, si tu ne m'avais pas donné une seconde chance, on n'aurait jamais été champion par équipe à WrestleMania dans le main event de WrestleMania. Tout ça ne serait jamais arrivé. Donc donnons une seconde chance à Kevin Owens. Kevin Owens n'est toujours pas sûr de ça et n'est toujours pas convaincu, mais il va lui dire ok, on verra. Et le segment se termine là-dessus. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec Jey Uso. Le fait qu'il y ait de la méfiance dans le roster principal, dans le roster de Raw. Et donc même avec Drew McIntyre, et ce sera donc le main event ce soir. J'aime beaucoup ce qu'ils font. On n'oublie pas les histoires passées, on en parle directement à Raw. C'est très intéressant, c'est très bien mené. Kofi Kingston fait face à Ivar. Alors il faut savoir que c'était prévu qu'on ait un New Day face aux Viking Raiders dans un match au meilleur des 3 tombés. Mais Adam Pearce est allé voir le New Day, les a informés tout simplement que Eric était blessé, donc du coup c'était pas possible et donc on a un combat 1 contre 1 entre Kofi et Ivar. Et honnêtement sur le papier je me dis waouh, un peu la flemme, voilà, cette histoire entre New Day, Viking Raiders, bon ça m'intéresse pas énormément, entre Riddle et McIntyre, bon là c'est pas pareil, mais bref.
Et bah je me tais parce que ce match était excellent. Ce match était vraiment excellent. C'était un superbe combat. Le public hyper réactif. Vraiment, je dis pas que c'était la Kofi Mania, mais honnêtement, le public était vraiment beaucoup derrière Kofi, a vraiment adoré ce qu'ils ont vu. Et il y a de quoi. C'était vraiment un match de grande qualité qui va durer entre 7 et 8 minutes. Et honnêtement, à plusieurs reprises, on nous a fait croire que ce match allait être terminé. On a eu pas mal de 2,99, mais c'était très bien fait, vraiment très bien réalisé. Un très bon combat, un Ivar qui va même sortir le grand jeu avec un moonsault demandé par Valhalla en plus, et souvent son moonsault il le loupe, mais celui-là est bien réussi, il va toucher sa cible, mais ça ne va pas suffire pour gagner ce combat. Mais c'est Kofi Kingston derrière qui va réussir à porter son Trouble in Paradise pour remporter le combat. Mais c'était vraiment génial, vraiment un superbe combat 1 contre 1. J'en entendais pas grand chose, mais public vraiment réactif et deux catcheurs qui ont vraiment tout donné. Bravo messieurs. Shinsuke Nakamura doit faire face à Ricochet, mais pendant l'entrée de Nakamura, la musique du champion du monde poids lourd Seth Rollins va retentir et Rollins veut directement s'en prendre à Nakamura, mais la sécurité est présente. Il ne peut même pas l'atteindre, hein, vraiment il reste sur la rampe, mais j'aime cette attitude. C'est impossible de toucher Nakamura, il est très discret ces derniers temps, il ne veut pas vraiment se confronter à Rollins, et donc Rollins doit utiliser des stratagèmes pour essayer de s'en prendre à lui, mais ça n'a pas fonctionné sur ce coup-ci. Bref, on va donc avoir ce match entre Ricochet et Nakamura qui va durer un peu moins de 10 minutes. C'était sympa. Honnêtement, j'ai trouvé ça sympa, mais clairement, c'est un match qu'on a vu et revu ces dernières semaines, ces derniers mois. Les deux étaient en guerre à un moment donné, je crois que c'était aux alentours de Money in the Bank. Même, ils se sont affrontés il y a quoi? Il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas vraiment de nouveauté, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est pour ça que je dis que c'était sympa, parce que ça reste un match quand même de qualité, ça reste un match où on a deux compétiteurs de haut niveau, donc je vais quand même pas non plus dire que c'était mauvais, mais disons que c'est vu et revu, donc j'ai pas une certaine hype pendant le combat, même si c'est vrai que avec la nouvelle attitude de Nakamura, je vais pas dire que chaque combat est nouveau, mais en tout cas, on voit vraiment cette attitude de Nakamura, même pendant ce combat, il est incroyable. Vraiment, si vous regardez juste son visage, si vous regardez juste ses mouvements de corps, il est incroyable. Vraiment, c'est assez incroyable à regarder. Je me répète, incroyable. Mais bref, finalement, pendant le combat, Nakamura veut s'en prendre à Ricochet avec une chaise. Voilà. Il a l'impression qu'il n'a plus trop de solutions. Et finalement, c'est Ricochet qui va s'en prendre à Nakamura avec cette chaise. Plutôt logique, un Ricochet qui s'est fait fracasser la semaine dernière par Nakamura, donc il veut sa vengeance, donc c'est plutôt normal. Donc Ricochet se fait disqualifier, victoire de Nakamura. Et Ricochet qui a 15 000 ans d'expérience, qui a 3 milliards d'années, il va voir l'arbitre pour lui dire « Ah ouais, mais c'est lui qui m'a attaqué avec la chaise en premier, blablabla. » Non mais Ricochet, tu connais les règles, à un moment donné, bon, tu peux pas aller te plaindre. Je veux dire, Ricochet passe quand même pour un débile. D'aller voir l'arbitre juste après. Si Ricochet avait juste continué à frapper Nakamura, voilà, j'aurais été content. Là, pour le coup, Ricochet passe quand même pour un bon débile. Finalement, Nakamura va reprendre le dessus, va blesser à la jambe Ricochet, mais Seth Rollins va venir à nouveau, cette fois-ci via le public, et cette fois-ci, la sécurité arrive trop tard. Rollins arrive vraiment à prendre le dessus sur Nakamura, veut porter le pedigree sur une chaise, mais Nakamura le contre à nouveau. Rollins va retomber sur son dos. Encore une fois, la sécurité s'en mêle, bagarre générale, mais Nakamura arrive à projeter Rollins sur la table des commentateurs et lui fait à nouveau mal au dos. Bref, on a une histoire à 3, à part le côté Ricochet qui passe pour un débile, je trouve que c'est bien mené, je trouve que c'est bien amené, je trouve que c'est intéressant, je trouve que on arrive à avoir de l'intérêt pour cette histoire, alors que honnêtement, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, la semaine dernière, si on repartait sur simplement Rollins Nakamura, ça m'aurait un peu blasé. Là, l'ajout de Ricochet dans cette histoire, avec un Nakamura plus féroce, avec un Rollins encore plus combattant et combatif, ça m'intéresse. Les championnes par équipe féminine Chelsea Green et Piper Niven font face à la nouvelle équipe Shayna Baszler et Zoey Stark. Ça va durer quelques minutes, on voit quelques beaux enchaînements du côté de Chelsea Green et Zoey Stark. Je trouve que Green fait vraiment un bon combat, on a un bon missile dropkick. Bref, ça se passe plutôt bien, même si je vois pas vraiment l'alchimie. Et je pense pas qu'on la verra tout de suite, s'il y en aura une ou non, entre Stark et Baszler. Vraiment, je vois pas d'alchimie. Alors, ok, il faut des équipes dans cette division par équipe féminine, donc sur le papier, pourquoi pas, mais je sens pas un truc. Vraiment, je sens pas grand chose entre les deux. Mais finalement, pendant le combat, celle qu'on a adoré voir faire son retour la semaine dernière, Nia Jax, est à nouveau présente.
et va tout simplement s'en prendre à je ne sais plus qui d'ailleurs en première, mais en gros, disqualification, pas de gagnante. Nia Jax va détruire tout le monde. Voilà, Nia Jax va détruire toutes les femmes sur le ring, et en soi, sur le papier, ça me va parce que vraiment, voir quelqu'un qui arrive dans cette division-là et qui met le KO, c'est-à-dire que la semaine dernière, elle s'en est pris à la championne Rhea Ripley, et Dominique Mysterio l'a dit, elle n'est pas apte cette semaine, elle n'est pas présente suite à l'attaque de Jax, et là, Jax s'en prend à la division par équipe féminine, c'est-à-dire que elle n'a pas vraiment de cible, elle n'a pas vraiment de but, juste elle veut mettre le KO dans cette division féminine. Sur le papier, ça me va. Je trouve ça intéressant, et de voir quelqu'un en électron libre comme ça, qui est prête à tout détruire, ça m'intéresse. Le problème, moi, que j'ai avec ça, c'est le côté que cette division féminine est déjà pas beaucoup mise en avant. Il n'y a déjà pas énormément de stars qui émergent et qui vont avoir des pop, etc. Que si Nia Jax les détruit toutes finalement en quelques secondes, semaine après semaine, déjà qu'on porte très peu d'intérêt à cette division, ça va être encore plus le cas. Parce que tout le monde va être enterré, tout le monde va être mis plus bas que terre. Donc à voir. Mais dans l'idée, honnêtement, c'est pas la chose qui me dérange dans le retour de Nia Jax, c'est pas ce côté destruction qui me dérange, on va dire, dans son retour. Chad Gable fait face à Bronson Reed. Il faut savoir que Gable était venu parler à Adam Pearce en backstage pour lui demander ce qu'il devait faire pour obtenir une nouvelle chance au titre intercontinental de Gunther. Et Adam Pearce n'avait pas trop de réponse, et finalement Bronson Reed est arrivé, et donc on a fait ce combat entre les deux. Un combat qui va durer quelques minutes, qui était vraiment pas mal, et j'aime cette utilisation de Bronson Reed, c'est-à-dire que on ne voit pas énormément ces dernières semaines, mais voilà, dès qu'il faut un combat face à un catcheur compétitif, un catcheur de talent comme Gable, il est là, et tu sais qu'il va répondre au présent, tu sais que le combat va être bon, tu sais que il n'y a pas vraiment de doute sur la qualité du combat à venir, et surtout le match va être spécial, parce que Bronson Reed, qu'on aime ou on n'aime pas, il est quand même spécial, je veux dire, un gabarit comme lui, qui bouge comme lui, avec les prises qu'il a, t'en as pas 15 000, vraiment pas. T'en as même pas du tout chez WWE. Donc, il est quand même assez à part. Et donc, ça donne un match vraiment à part face à Gable qui est vraiment cool. C'est vraiment très bien. On s'attend tous à ce que Gable, finalement, arrive à porter cette German suplex qui serait énormissime sur Bronson Reed. Et non. Parce que finalement, alors que Gable va contrer une prise de Bronson Reed, Gable va se faire mal au genou. Bronson Reed va en profiter. Tsunami, 1, 2, 3, victoire de Reed. Wow, je le voyais absolument pas venir. Vraiment, cette défaite de Gable, je la voyais absolument pas venir. Je m'étais dit, ok, on va repartir sur un Gable compétitif, combatif, qui va enchaîner des victoires et qui va revenir finalement près de Gunther. Pas du tout. Pas du tout, parce que là, c'est quand même une grosse défaite face à Bronson Reed. Ok, et juste après on a une promo de Tommaso Ciampa d'ailleurs qui clairement vise Gunther, donc clairement on tourne la page Gable. Certains pensaient que on allait continuer sur un Gable Gunther, c'est pas les plans pour le moment. Alors ça peut revenir, je dis pas que Gable ne sera pas champion intercontinental et prendra pas le titre de Gunther, ça je le dis pas, mais en tout cas c'est pas les plans du moment, et je suis assez étonné. Alors moi ça me va, parce que j'avais pas envie que ça dure encore plus longtemps, donc je suis content. Mais je suis assez surpris. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on se focus sur Ciampa Gunther. Parce que Ciampa a encore vraiment fait une très belle promo dans cette vidéo backstage. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais vraiment grosse surprise. La nouvelle championne NXT est sur le ring, Becky Lynch. Becky Lynch qui le dit, elle veut représenter NXT. NXT c'est le futur, NXT c'est l'avenir. Et donc elle veut mettre en avant ce titre pour finalement l'avenir de la WWE, l'avenir de NXT. Et donc ce soir, elle va faire un Open Challenge pour ce titre. Elle précise bien que demain elle sera bien présente du côté de NXT. Donc soyez aussi présents sur la chaîne pour la review bien évidemment. Et c'est Natalya qui va répondre à ce challenge. Natalya qui va dire que ça fait des années, des mois et des mois, des semaines et des semaines qu'elle attend une opportunité. Et donc elle veut cette opportunité pour le titre. Et Becky Lynch va dire, mais attends, moi je m'attendais à quelqu'un peut-être de plus jeune, quelqu'un qui n'était pas là depuis 15 ans, qui justement a eu beaucoup d'opportunités. Et Natalya va lui dire, attends, tu me parles d'opportunités, et de prendre les opportunités de quelqu'un, mais t'es allé à NXT pour finalement prendre les opportunités de plus jeunes superstars qui ont l'avenir devant eux pour prendre ce titre. Et Michael Cole le dit en commentaire, les deux ont raison en soi, et je suis d'accord avec ça. On va donc avoir un match entre Natalya et Becky Lynch. Bon, voilà,
je sais pas quoi dire d'autre que... voilà. Bah, c'est un match entre Natalia et Becky Lynch, quoi, comme on en a vu 15 000 auparavant. En fait, c'est correct, c'est-à-dire que c'est jamais mauvais. Tu peux pas dire que c'est mauvais parce que ça botche pas, c'est pas ennuyeux. Mais c'est vu et revu, et en plus ça va pas durer hyper longtemps parce que Becky Lynch va assez rapidement l'emporter avec un enchaînement roll-up, et finalement son roll-up à elle va être gagnant. Quand même, depuis un petit moment, on te tease un peu un heel turn de Natalia, comme si à un moment donné elle allait péter un câble, péter les plombs. Je pense que ça va arriver. Est-ce que ça va m'intéresser? Désolé, mais non, vraiment pas. Je préfère le dire de suite, hein, ça va vraiment pas m'intéresser. Mais voilà, au moins Becky Lynch représente ce titre NXT du côté de Raw. J'aurais limite préféré que ce soit une superstar de NXT qui vienne. Honnêtement, une Kiana James, une Lyra Valkyria, pourquoi pas. Voilà, ça aurait été une belle exposition, mais bon, voilà, tant pis. Tommaso Ciampa fait face à Giovanni Vinci. Tommaso Ciampa qui, comme je le disais tout à l'heure, part en guerre contre Imperium. On va avoir un match qui va durer quelques minutes. Bien évidemment, Ludwig Kaiser accompagne Giovanni Vinci, alors que Gunther, lui, est en backstage tranquillement en train de regarder le combat. Et on va avoir un bon combat entre les deux. Alors c'est vrai que on le dit depuis des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, Giovanni Vinci est vraiment celui qui est laissé de côté, du côté de Imperium. Et le peu de fois où je le vois sur le ring, je suis quand même content parce que ça reste un superbe catcheur. Et surtout, il n'est pas du tout dans le même style qu'un Ludwig Kaiser, qu'un Gunther. Il a un style vraiment différent, il est très à part sur le ring comparé aux deux autres, et donc ça change, et moi j'ai envie de le voir plus sur le ring, et surtout j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus caractérisés, mais bon, ça c'est pas le cas. Donc on a un bon combat, et surtout la fin de match, j'adore. Vraiment, on a donc un Giovanni Vinci qui va partir pour un springboard crossbody possiblement, et Tommaso Ciampa va le contrer avec un coup de genou. Ils vont enchaîner avec sa prise de soumission et le faire abandonner. Donc victoire de Ciampa, très bonne victoire. La chose la plus importante là pour WWE, c'est de faire en sorte que Ciampa soit crédible avant d'aller affronter Gunther. Peu importe c'est quand, peu importe si c'est dans 3 semaines, 1 mois, 2 semaines. Pour moi c'est un peu trop court, 2 semaines, mais voilà, il faut qu'il soit construit plus fort que ça, et surtout qu'il arrive à embarquer le public. Si Ciampa a du temps d'antenne et on va dire les bons segments, je me fais pas de soucis là-dessus, parce que Ciampa est fantastique en promo. Sur le ring, il a un feu en lui, il a ce truc en plus. Donc le public sera derrière lui. Même là, le public est quand même assez derrière lui, le soutien. Je me dis que avec un peu plus de temps, avec encore un peu plus de temps d'antenne, ouais, le public peut vraiment le soutenir face à Gunther, et ça peut devenir un match hyper intéressant. Et le main event, Jey Uso face à Drew McIntyre. Un Jey Uso qui, encore une fois, toute la soirée a été approché par le Judgment Day. Le Judgment Day qui veut clairement Jey Uso dans son clan, mais Jey Uso ne répond ni oui ni non pour le moment. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. On va avoir donc ce combat qui va durer plus d'une dizaine de minutes, et c'est un gros combat, c'est un bon combat, c'est un beau combat. Surtout, on a un public qui répond encore une fois présent. Ce soir, franchement, rien à dire. Déjà la semaine dernière, on avait un public à Raw qui était vraiment très réactif, très présent. Et là, ce soir, c'est la même chose du côté de Salt Lake City. Vraiment, ça fait plaisir parce que on a deux babyface qui s'affrontent. Alors certes, McIntyre, en ce moment, on ne sait pas trop où ça va aller, mais pour le moment, ça reste un babyface. Il obtient toujours le soutien du public, et Jey Uso est l'un des gars les plus soutenus en ce moment. Donc le public va réagir tout le temps, et c'est un peu des fois la crainte qu'on a avec deux babyface, c'est que le public ne choisisse pas vraiment de camp, et du coup on se retrouve avec une ambiance bizarre. Et là, le public va soutenir les deux, ce qui donne vraiment une superbe ambiance dans ce combat, et on a un vrai bon combat. On perd pas une seule seconde, il n'y a pas réellement de round d'observation, on s'en met directement plein la tête, et il y a de quoi. McIntyre, il a toujours la haine contre Jey Uso, lui n'arrive pas à pardonner ce qu'il a fait avec la Bloodline, et pour lui, ça va être dur de tourner la page, et ça, je le comprends, je trouve que c'est bien amené en termes d'histoire. Et un Jey Uso qui veut se racheter, mais qui en même temps se dit « Ok, tu veux pas me croire, bien, on se bat, pas de souci. » Pendant le combat, on a bien évidemment le Judgment Day qui va venir et qui va clairement se mettre aux côtés de Jey Uso. Un Jey Uso qui va dans un premier temps checker Damien Priest, l'air de dire « Ouais, c'est bon, on est ensemble, t'inquiète pas. » Mais qui va finalement lui porter un super kick et en porter un à Finn Balor, l'air de dire « Non, je ne rejoindrai pas le Judgment Day. » Je m'y attendais honnêtement, mais la manière dont c'est fait, ça fait plaisir, ça fait bien popper le public.
Jey Uso va se retourner, il va prendre le Claymore de McIntyre qui va remporter ce combat. Mais j'ai envie de dire, Jey Uso a remporté une autre victoire. Il a certes pas remporté ce combat, mais je pense qu'il a, on va dire, remporté une certaine confiance de la part de certaines superstars à Raw. McIntyre va s'en aller et le Judgment Day va s'en prendre à Jey Uso. Et je parlais de gagner la confiance pour Jey Uso, eh bien, ce n'est pas suffisant pour McIntyre qui va hésiter à venir l'aider, mais qui ne va pas l'aider, qui ne va pas venir l'aider. Et c'est Cody Rhodes qui va venir, qui va faire un peu le ménage sur le ring, qui va s'occuper du Judgment Day pour terminer le show. Un Cody Rhodes qui, encore une fois, on ne sait pas trop le mettre. On le met toujours face au Judgment Day parce que bah, c'est le clan du moment. Du coup, on le met face à eux, mais je sais pas quoi en penser. Vraiment, l'utilisation de Cody Rhodes depuis certaines semaines, ça me désole un peu. L'impression qu'on sait pas trop quoi en faire. Vraiment, c'était pas qu'une impression, franchement. Donc ça me désole un peu, mais sinon, concrètement, c'était quand même bon. Jey Uso qui rejoint bien évidemment pas le Judgment Day. Un McIntyre qui, tu le sentais à un moment donné, il était pas loin de se retourner pour aller voir Jey Uso, mais il l'a pas fait. Donc est-ce que McIntyre veut réellement pardonner Jey Uso? Bah, on en saura plus la semaine prochaine. Bilan de ce Raw, eh bien c'était sympathique. Encore une fois, on a un public qui a répondu présent, donc forcément le show passe mieux. Alors oui, on a pas mal de choses qui, on va dire, sont redondantes. On a pas mal de choses qui se ressemblent par rapport aux dernières semaines. Mais je trouve qu'on est pas mal dans la continuité. Par exemple, un Gable qui perd, je le vois pas arriver. Et on passe vraiment sur un Gunther Ciampa, je le vois pas arriver. Le Jey Uso McIntyre en main event, ça c'était très cool, c'était annoncé. Et il fait plaisir aussi en tant que match. La bonne surprise, c'est le Kofi Kingston contre Ivar qui a été un excellent combat. Voilà, il y a 2-3 petites choses qui sont sympathiques. Mais voilà, ça, c'est pas extraordinaire. Mais je trouve que ça passe vraiment bien, ça donne vraiment un bon show. J'en ai pas parlé, mais on a eu une interview en backstage de Seth Rollins qui a l'air de complètement péter les plombs. Là, tu retrouves un Rollins un peu fou. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais on a un Rollins qui va dire à Nakamura, ok, j'ai compris, il faut faire à ta manière, selon tes termes, donc je vais attendre. Tu me donnes l'endroit, le lieu, le temps, peu importe, on va faire comme tu le sens. Et t'as un Rollins qui vraiment, dans son regard, dans son attitude, il est en train de péter les plombs. Et ça m'intéresse. Voir un Rollins qui n'est plus sain d'esprit, mais qui devient complètement fou, ouais, ça c'est vraiment, vraiment très cool. Donc ouais, dans l'ensemble, ça reste quand même un bon show. J'ai passé un bon moment. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer cette fois-ci, donc ça fait plaisir. Ma note pour ce show, eh bien on est sur un bon 8 sur 10. Franchement, ouais, un bon 8 sur 10. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!